Bonjour et bienvenue. Aux éditions CEDRAP, nous avons toujours œuvré pour répondre aux besoins et aux attentes des enseignants et de leurs élèves. Nos auteurs, enseignants, conseillers pédagogiques ou inspecteurs sont tous des acteurs de l'école. Et depuis le printemps 2020, la CEDRAP réunit des personnalités de la pédagogie pour échanger autour de grands thèmes de l'enseignement en lien avec l'actualité. C'est un rendez-vous mensuel d'échange et de partage. Et c'est toujours un plaisir de vous retrouver autour de nouveaux thèmes. Aujourd'hui, nous avons choisi Prendre la parole, ça s'apprend. Et avec nous pour nous en parler, trois invités à qui vous avez pu envoyer vos questions sur le thème du jour, Evelyne Charmeux, Patrice Ems et Jean Mayer. Alors, peut-être je pourrais demander à chacun d'entre vous de donner une petite présentation. Evelyne Charmeux, pourriez-vous nous dire quelques mots pour vous présenter, s'il vous plaît? Bien sûr. Donc je suis Evelyne Charmeux, je suis professeur formateur comme c'est écrit là. J'ai été du moins professeur formateur pendant toute ma carrière. Je continue d'ailleurs depuis que je suis en retraite. Et puis j'ai écrit un certain nombre d'ouvrages de pédagogie, notamment un qui s'intitule Apprendre la parole, avec un petit tréma entre le app et le, parce que j'ai toujours beaucoup tenu à ce qu'on ne parle pas d'oral, ce qui m'énerve, mais de prise de parole. Il me semble que ce qui compte, c'est que les enfants deviennent capables de prendre la parole quand il le faut. Et on y reviendra. Voilà, déjà le temps est donné, le thème est déjà maîtrisé par Evelyne. C'est vrai que c'est un titre qui était sorti aux éditions CEDRAP d'ailleurs. Voilà. Patrice Ems, peut-être quelques mots sur votre parcours? Alors, je suis directeur d'école dans une petite ville près de Valenciennes. Moi, j'arrive pas à dire professeur des écoles, donc je suis instit depuis 1982. Je suis devenu instituteur spécialisé chargé d'aider les enfants en difficulté scolaire, ce qu'on appelle un maître E, en 94, et je l'ai été jusque il y a 3 ou 4 ans. Et puis, maintenant, j'enseigne. Je suis donc un jeune instituteur en fait. Ça fait 3 ans que j'enseigne dans une classe de CP. Voilà, dans l'école que je dirige. Et sinon, je participe depuis de nombreuses années à la revue Recherche pour une pédagogie et une didactique du français. On l'appelle revue Recherche, ça va plus vite. Une revue d'enseignants du Nord qui balaye tous les secteurs d'enseignement, de la maternelle jusqu'à l'université, autour de toutes les thématiques de l'enseignement du français. Voilà. Merci Patrice. Alors, Jean Meyer, quelques mots pour vous présenter? Oui, alors voilà, je m'appelle Jean, donc j'ai été enseignant pendant presque 40 ans, instituteur aussi, j'y tiens, à partir de 1977. J'ai enseigné principalement et presque uniquement en école maternelle, c'était un choix. J'ai été maître formateur pendant une vingtaine d'années, ce qui m'a amené à intervenir dans les UFM et entre autres, le plus souvent à intervenir au niveau de la pratique du théâtre en classe, mais aussi des formations théâtrales pour les enseignants. Et j'ai terminé ma carrière d'enseignant à la Maison départementale des personnes handicapées où j'étais responsable d'une équipe pluridisciplinaire. Voilà. Merci. Alors, pour le thème du jour, on a divisé ce thème en 3 grands moments. Mais avant de partir sur ce débat, j'aimerais vous lire un extrait d'un article qui a été publié dans la revue Recherche en 94 et écrit par Patrice. Alors, je vais essayer de pas trop me tromper dans la lecture. Alors, le plus souvent, la parole des élèves est bannie de l'école. Plus on avance dans les grandes classes, plus elle est canalisée, brimée, clandestine. Elle se glisse subrepticement dans les moments de flottement, juste avant d'entrer en classe, entre la sonnerie et le début de travail. Elle est rapide, fugitive, elle se contente pour toute réponse d'un bref grognement approbateur du maître. Et puis, petit à petit, elle disparaît complètement derrière la parole officielle. L'élève, passant sous les fouches clandestines du silence obligé, est devenu un bon élève, qui sait se taire, s'asseoir et apprendre.
C'est assez troublant, si l'on y réfléchit, de se dire qu'une partie de notre rôle consiste en fait en un enseignement du silence. Donc un extrait qui a été publié sur la revue Recherche, qui est très fort de sens et qui déjà donne des interrogations sur le rôle de la prise de parole, le pouvoir que aussi peut engendrer l'oral. Et donc, on a essayé justement, parce qu'il y a plein de choses à dire là-dessus, de diviser ce grand thème en 3 parties. Et je pense qu'il y aura des choses à dire déjà sur cet extrait par Evelyne, puisque je crois que c'est Evelyne aussi qui a souhaité qu'on le rappelle, cet extrait de revue. Peut-être quelques mots. Donc, je rebondis sur ce que tu dis. Effectivement, c'est un texte, moi, qui me touche beaucoup, mais tout l'article, hein, j'invite ceux qui ont la possibilité d'y accéder à le lire. Il est tout à fait intéressant et passionnant et assez bouleversant. Mais surtout parce qu'il présente un constat incontestable. L'oral, enfin, la parole des élèves n'est pas présente en classe. Normalement, on attend que les élèves répondent aux questions du maître, mais la liberté de parole est en général exclue. Un bon élève, comme me dit très joliment Patrice, c'est quelqu'un qui se tait, qui est attentif. D'ailleurs, le grand reproche qu'on fait aux élèves, c'est de ne pas être attentif, ce qui voudrait dire donc être à l'école, c'est écouter la parole de quelqu'un. Et je crois que c'est difficile à contester. Quand les élèves se mettent à parler, c'est vrai, et Patrice le souligne légèrement, c'est généralement contre le maître ou pour ne pas l'écouter ou pour ne pas l'entendre. Actuellement, notamment au collège, les classes sont beaucoup plus agitées que jadis parce que les élèves n'écoutent pas ce que raconte le professeur et parlent entre eux. Bon, et ça, c'est pas non plus souhaitable. Donc, cette absence de prise de parole, ça me paraît important de commencer par ça, parce que c'est un constat. Et qu'en même temps, eh bien, comme le dit la première partie sur laquelle on va débattre, pourquoi est-il important de maîtriser leur prise de parole? Et sur ce point, j'ai juste envie de rappeler qu'il y a quelqu'un d'assez célèbre qui a répondu à cette question. Mais l'école oublie d'ailleurs de dire que c'est ce qu'il a fait. C'est monsieur Jean de La Fontaine qui, dans la fable Le corbeau et le renard, qui n'a pas du tout comme morale celle qu'on dit habituellement, à savoir l'orgueil du corbeau lui retombe dessus, etc. C'est pour ça du tout la morale. D'ailleurs, chez La Fontaine, la morale n'est jamais, ou presque jamais, celle qui est annoncée. La Fontaine est un roublard qui cachait soigneusement ses morales. Et la vraie morale du corbeau et le renard, c'est que c'est celui qui tient le langage qui finit toujours par tenir le fromage. Donc, effectivement, prendre la parole, c'est prendre le pouvoir. Donc, à partir du moment où les élèves n'ont pas le droit à la prise de parole, qu'en est-il de leur pouvoir et de leur apprentissage de cette prise de pouvoir dont on a besoin dans la société? Alors, c'est un article qui a été écrit en 94, qui aurait pu être écrit hier, en fait, hein, tout simplement, aujourd'hui. Hein, là, dans le texte, c'est vrai que ce sont des prises de position qu'on entend tous les jours quand on parle du bon élève, effectivement. Peut-être que Patrice, en tant qu'auteur justement de cet article, puisque là c'est un extrait, pourrait nous compléter un petit peu en quelques mots. D'abord, je voulais dire, j'ai été très bouleversé de voir remonter à la surface ce vieux machin, parce que quand on écrit un article et que 25 ans plus tard il réapparaît comme ça et qu'on le cite, c'est assez étonnant. Et donc je viens de le relire parce que je l'avais un peu oublié. Oui, je trouve qu'il reste très très actuel. C'est un article où j'évoquais le fait que les paroles de mes élèves, vu que j'enseigne depuis toujours dans un milieu assez difficile, si je laisse la parole à mes élèves, j'apprends des choses sur eux, ils me parlent, ils me disent des choses qui sont parfois très douloureuses, difficiles à entendre, très
et parfois presque une forme de violence. Enfin, je veux dire, ils cherchent pas à être violents, mais je prends des choses dans la figure, j'apprends des choses sur les familles, sur la vie, etc. Et je me disais que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on n'a pas trop envie que les enfants nous parlent. C'est parce que est-ce, ça nous intéresse pas forcément trop de savoir ce qu'ils ont à nous dire. Et en même temps, je me dis, moi, qu'on ne peut pas laisser, on peut pas accepter l'idée qu'un enfant arrive avec quelque chose à dire et qu'il n'ait même pas l'espace, qu'il n'ait pas la possibilité, qu'il n'ait pas le droit, qu'il n'ait pas le moment, qu'il n'ait pas le temps de dire ce qu'il a à dire, qu'il n'a même pas le droit de vider son sac, parce que parfois c'est indispensable. Et puis, il a le droit d'avoir un avis, et puis il a le droit d'avoir quelque chose à raconter, et il n'a pas le temps, et il n'a pas la place. Donc, je me suis toujours efforcé, depuis le début, de, de construire des moments où l'enfant a un espace de parole. Moi, ça me paraît la base de l'enseignement, et oui, la base de l'enseignement de la parole, de l'oral, peu importe comment on l'appelle, mais oui, de la parole, quoi. Faut arrêter de croire que les enfants vont pouvoir apprendre à parler correctement, à parler devant les gens, si tout compte fait, on leur demande essentiellement d'être, comme ils le disent eux-mêmes, sages. C'est ça. Est-ce que tu as été sage, mon petit? C'est quand même la grande question des parents ce soir. Oui, Jeanne, je crois qu'il y a une réaction sur. Oui, moi, l'article de Patrice me renvoie à des réflexions que j'avais, mais même quand j'étais pas encore en poste, que j'étais en stage, et que je voyais les enfants, et souvent les enfants que je trouvais assez introvertis dans la classe, parler et s'exprimer en récréation. Et je me suis toujours demandé, enfin, pas toujours, parce qu'après j'ai essayé d'apporter des éléments de réponse. En tout cas, au début, je me suis demandé, mais pourquoi ils parlent dans les instants comme ça informels, et pourquoi quand ils rentrent dans ma classe, ils parlent plus? Et bien évidemment, de suite, je me suis mis en question et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu mets en place ou qu'est-ce que tu ne mets pas en place pour que cette parole continue et perdure? Et à un moment donné, je me suis rendu compte que, en tout cas, dans ma pédagogie, j'ai choisi des moments, quand j'ai choisi des moments ludiques, que j'ai installé des moments ludiques dans ma classe, et entre autres la pratique du théâtre, hein, qui est un jeu, je me suis rendu compte que les enfants retrouvaient cette liberté de parole et n'étaient plus enfermés dans ce que demande le système scolaire. Et comme disait Patrice, il faut parler correctement, il faut parler comme ceci, comme ça, et tous ces éléments avaient tendance à bloquer les élèves. Et donc, qu'il fallait faire tomber un peu cette demande qui les impressionnait. Hein. Il faut que tu sois un bon élève, il faut que tu parles correctement, ne parle pas pour dire n'importe quoi. Enfin, hein, c'est ce qu'on peut entendre quelquefois et qui bloquait les enfants. Voilà. Alors, sur ce thème, donc prendre la parole, ça s'apprend. On va essayer il y a plein de choses à dire, bien sûr. Alors déjà, c'est dans les programmes scolaires, la partie orale. C'est aussi, alors on parle, là nous on est essentiellement centré sur l'école primaire au sens large, mais c'est vrai qu'il y a le grand oral qui arrive pour les bacheliers aussi. Et donc on a essayé de diviser ce temps qu'on va mettre à discuter en trois grandes parties. Pourquoi est-il important de maîtriser la prise de parole? Quels sont les obstacles de la prise de parole? Puisque vous en avez parlé, Jean, il y a eu des obstacles à un moment donné pour certains élèves pour cette prise de parole. Et que faire aussi, peut-être donner des pistes sur ça. Alors justement, ne pas confondre la prise de parole et éloquence. Alors Evelyne, déjà, j'ai pas fini, que déjà je voyais que vous vouliez intervenir. Je vous laisse prendre la parole. Oui, parce que je pense qu'on ne va pas s'étendre sur cette confusion, mais comment dirais-je, les propos officiels, notamment ministériels, laissent planer une espèce de confusion entre la prise de parole et l'éloquence. C'est-à-dire que l'invention du grand oral, qui n'a rien de nouveau en fait, hein, la plupart des examens un peu élevés contenait un oral qu'on pouvait qualifier de grand, et même quelquefois plusieurs. Mais là, on est en train de lancer une espèce de concours d'éloquence que je trouve complètement inadapté, et surtout,
qui n'a rien à voir avec ce que nous appelons la prise de parole. Et si j'ai tellement tenu à ce qu'on parle de prise de parole et pas d'oral, c'est précisément pour lutter contre ça. Alors, voilà, hein, c'est pour ça, je crois qu'il faut le rappeler, parce que comme c'est dans l'air ambiant, que c'est des discours qu'on entend partout, cette confusion, j'aimerais bien qu'elle soit levée, ou du moins qu'on puisse contribuer à la lever. Alors, Patrice, justement? Oui, je crois que c'est essentiel de laisser à nos élèves la possibilité de comprendre que ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils se fassent comprendre. Voilà. Et que la formulation parfaite, impeccable, c'est pas obligatoirement ce qu'on attend d'eux, c'est surtout pas ce qu'on attend d'eux au début. Et puis, il faut pas que ce soit une espèce de montagne invraisemblable à gravir, quoi. Tu as quelque chose à dire, dis-le, et l'essentiel, c'est que tout le monde ait compris ce que tu voulais dire et qu'il n'y ait pas de malentendu sur le contenu de ton discours. Donc vas-y, mon bonhomme, jette-toi à l'eau et parle et raconte ton truc. Et si on s'est compris, on a déjà fait l'essentiel et après, on améliorera tout ça. Mais oui, le bazar sur l'éloquence, le bien parler, le parler correct. Puis alors, je vais dire, vu l'endroit où j'enseigne, enfin, le Nord, c'est quand même assez connoté sur une prise de parole qui est parfois un peu maladroite. On a même des films là-dessus. Je veux dire, faut pas s'attarder là-dessus aussi lourdement. C'est pas l'essentiel. C'est pas l'essentiel. Oui, Jean? Oui, je reviens sur ce que disait Patrice. Tu as quelque chose à dire, vas-y, dis-le. Alors, des fois, c'est pas aussi simple avec des jeunes enfants. Avec des jeunes enfants, parce qu'ils n'ont pas forcément les outils pour s'exprimer, puis ils ont déjà. Et alors, moi, là où je mettais l'accent en classe avec des jeunes élèves, et voire des très jeunes élèves, parce que j'ai travaillé pendant plusieurs années avec des 2 ans, c'était sur. Mais je comprends ce que tu dis, même si tu me parles pas. Alors, on va se dire, mais qu'est-ce que ça vient faire là dans cette émission-là? Je te comprends, parce que ton corps, il parle. Et que ton corps, il me dit des choses. Seulement, ce que me dit ton corps, quelquefois, ça peut devenir imprécis. Et je comprends pas forcément tout ce que tu veux dire. Et moi, à travers ce que je disais aux enfants, et à travers donc la mise en place du travail avec le théâtre, c'est que je les laissais sur des improvisations parler avec leur corps, et jusqu'à un certain moment, ça va, on se comprend. Et le public arrive à lire ce que dit le comédien. Mais à un moment donné, si on veut arriver à être précis, il va falloir utiliser soit des sons, soit la parole. En tout cas, déjà, dire à un enfant, mais même si tu ne parles pas, je peux comprendre ce que tu dis parce que ton corps parle. Et ne pas lui dire, on ne te comprend pas du tout, jamais. Et là, c'est frustrant pour un enfant. Voilà. Donc, c'est pour ça, je voulais mettre l'accent qu'il y a aussi le langage du corps. Oui, tout à fait. Je pense qu'on a tous en tête ce moment où on voit un petit bout de chou arriver et nous tendre son pied, et ça veut dire, est-ce que tu peux faire mon lacet, s'il te plaît, monsieur? Et on se parle pas, mais on se comprend parfaitement. Oui, ça c'est évident. Et ce qu'on attend et ce qu'on essaye d'installer aussi, c'est peut-être que c'est important dans le lien social d'aller au-delà du geste et de mettre des choses qui tournent, on va dire, autour de la courtoisie, quoi. Merci, s'il te plaît, merci, bonjour, enfin voilà. Et ça aussi, c'est important. Oui, je pense que c'est vrai, toutes ces choses-là là, qui viennent d'être dites sont essentielles parce que elles sont pas toujours conscientes chez la plupart des collègues qui voient pas du tout les choses comme ça en général et qui pensent pas à ces détails. Et je crois que là, vraiment, c'est tout à fait capital. Et puis, je pense aussi, comment dirais-je, aux injonctions officielles qui oublient complètement le corps. Donc, merci Jean et merci Patrice d'avoir rappelé à quel point, surtout chez un petit, les choses passent par le corps, parce qu'il n'y a pas que la communication qui passe par le corps. Tous les apprentissages passent par le corps, et l'apprentissage de la résolution de problèmes moteurs est vraiment la base, le vrai fondamental des apprentissages.
si les enfants n'ont pas appris à résoudre des problèmes moteurs, et celui qu'évoquait Jean en est un, et c'est évident, eh bien, ils n'apprendront pas les apprentissages intellectuels, ils n'y rentreront pas. Et donc ça, il faut le dire et le redire parce que ça semble insuffisamment connu en haut lieu. Evelyne, toi qui as, enfin, je peux le dévoiler, Evelyne a été mon professeur, donc je pense qu'en tant que professeur ou instituteur, en tout cas, même chez les adultes, même chez les jeunes adultes, la façon dont le jeune adulte rentre en classe, dont il s'assoit, on peut savoir déjà dans quel état d'esprit, qu'est-ce qu'il est venu dire ou ne pas dire en classe. Et chez les élèves, c'est pareil, les retours de récréation, où on voit l'élève qui tire sa chaise et ça, ou pop-pop, il s'est certainement passé quelque chose en récréation qui fait que si on n'en parle pas assez rapidement, tout le reste ne va pas bien se passer. Hein, donc ça, c'est important aussi. Oui, Evelyne? Non, vas-y, Sandra. Non, justement, si je reprends, donc on parlait de pas confondre parole et éloquence. Prendre la parole, c'est le pouvoir. Et c'est vrai que, Evelyne, vous notiez justement que c'est important que tout le monde ait ce pouvoir-là. En quoi est-ce si important que tout le monde ait accès à ce pouvoir? Parce que si tout le monde n'a pas le même pouvoir, il existe des possibilités d'oppression, d'injustice et d'écrasement. Et je crois que au niveau de la parole, c'est très sensible parce que depuis très longtemps, on considère, à tort complètement, mais que on est doué ou pas pour la parole. En général, hein, on m'a souvent dit, oh, bah, toi, tu es une grande gueule, t'as pas peur de parler. Mais moi, je pourrais jamais parce que. Or, c'est vrai que je suis peut-être une grande gueule, mais c'est vrai aussi, et je m'en suis rendu compte 1000 fois, que ceux qui ne parlent jamais ne sont pas ceux qui n'ont rien à dire. Au contraire. Et que 9 fois sur 10, on aurait vraiment intérêt à pouvoir les entendre et qu'ils puissent se faire entendre parce que effectivement, bah, ils ont quelque chose quelquefois plus réfléchi encore que les grandes gueules. Et donc, or, si on veut lutter, il y a deux manières. Quand on veut lutter contre l'oppression, de deux choses l'une, ou bien on empêche le pouvoir, bon, c'est la conception anarchiste, mais je ne suis pas sûre qu'elle puisse fonctionner un jour parce qu'il y en aura toujours du pouvoir. Et donc, si on veut vraiment lutter contre les formes d'oppression, il faut que tout le monde ait le pouvoir. Et ça, c'est entre les mains de l'école. Et c'est pour ça que je dis toujours que l'école, c'est ce qui fera changer la société. Si l'école se décide à changer et si elle se décide à permettre aux élèves de vraiment acquérir les moyens d'avoir du pouvoir, eh bien, je dirais qu'on aura enfin ce qu'on appelle l'égalité, c'est-à-dire une possibilité d'être en démocratie. Actuellement, on n'est pas en démocratie parce qu'il y a des clivages absolument monumentaux et que l'école ne fait rien actuellement pour qu'ils diminuent. Hein, au contraire, on les invite inconsciemment, hein, on ne le dit pas, hein, c'est pas dit, hein, mais tout ce qui est proposé va dans le sens de bien maintenir les clivages. Hein. Il n'est pas question que tout le monde sache lire, il n'est pas question que tout le monde sache parler. Et ça, c'est inadmissible, absolument. Voilà. Oui, Patrice. Oui, c'est même tellement intégré, je crois, déjà chez les enfants. C'est assez étonnant de voir qu'on a, alors c'est notamment dans les espaces de liberté de parole que sont par exemple les récréations. On a des enfants qui, à chaque récréation, viennent dire quelque chose. Ils n'ont pas forcément d'ailleurs quelque chose à dire, alors ils inventent un sujet. Un tel m'a poussé, oui, bon, ça va, on va pas passer la récré là-dessus, mais et ils viennent à chaque fois. Ils viennent à chaque fois pour qu'on les connaisse, pour qu'on les reconnaisse, et puis on en a lesquels il s'est peut-être passé quelque chose d'un petit peu plus grave et qui ne viendront pas parler. Et on se retrouve parfois, enfin, je suis directeur d'une école de 145 gamins et je constate qu'il y a quelquefois des gamins qui vont quitter mon école. Je suis pas tout à fait sûr de savoir même comment ils s'appellent parce qu'ils ne sont pas venus se faire reconnaître. Ils sont pas venus, alors pas les gamins de ma classe, hein, les autres. Et il y a des enfants comme ça qui savent que c'est très important de venir dire et
et peu importe ce qu'on dit. Voilà, ils ont très bien compris ça. Et, et voilà, ils maîtrisent ce truc-là et ils sont conscients de l'importance que ça peut avoir. Et effectivement, il y a une hiérarchie qui s'impose comme ça entre les élèves sur la prise de parole. Une hiérarchie très étonnante et très sociale, très, très intégrée, très programmée. Voilà. Alors, deux petites remarques. Enfin, par rapport à la, c'est vrai qu'on sollicite, on veut toujours que les élèves nous parlent, mais c'est bien de se poser la question, est-ce que nous, on leur parle aussi? Parce que bien souvent, on s'adresse aux grands groupes. Mais moi, je sais qu'en tant qu'enseignant, j'ai essayé de faire attention, peut-être plus au milieu de ma carrière où j'étais plus attentif à ça, à au moins sur la semaine avoir pris un temps pour m'adresser individuellement à un élève, qui se rende compte de l'importance aussi de parler avec lui. Et parce qu'on leur demande de parler, mais s'ils savent pas pourquoi, enfin, à un moment donné, on a des choses à leur dire, on ne peut pas s'adresser qu'aux grands groupes. Donc ça, c'est une chose. Et deuxième chose, par rapport aux grandes gueules. Alors moi, je suis bien placé pour en parler aussi parce que j'ai toujours été classé dans les grandes gueules. Mais les grandes gueules, alors moi, je peux en parler alors en tant que comédien. Même au niveau des comédiens les plus connus, j'en connais quelques-uns, et les comédiens que moi j'apprécie le plus sont souvent plutôt des gens dans leur vie de tous les jours plutôt assez introvertis et pas forcément des grandes gueules. Et les grandes gueules, moi, que j'ai pu avoir en classe, dès qu'il s'agissait de passer sur scène, eh ben, ils étaient moins partants, même les adultes. Hein. Et les comédiens que je trouve au moins les plus précis sont pas forcément les gens qui parlent le plus en dehors de la scène. Après, sur scène, bien sûr qu'il faut parler, mais voilà, les grandes gueules ne sont pas forcément. Moi, je me suis pas toujours appuyé sur les grandes gueules pour amener les enfants à parler. Voilà. Alors, je vous propose d'aller sur le deuxième thème, j'allais dire le deuxième sous-titre, on va dire, de ce grand thème. Ce sont les obstacles. Alors, c'est vrai que ben, vous avez parlé des grandes gueules qui peut-être ont une facilité au départ, peut-être, pour prendre la parole, mais finalement, on a vu aussi que les autres, et vous en tant que professeur de théâtre, ben justement, peut-être parce qu'ils observaient plus, etc., une fois sur scène, avaient plus à exprimer et plus finalement arriver aussi à prendre la parole. Mais les élèves en classe ou à la récréation, etc., ont des obstacles et n'arrivent pas à prendre la parole. Est-ce que quels sont ces obstacles justement qu'on peut rencontrer, qu'ils peuvent rencontrer pour les plus petits, par exemple? Jean, par exemple, vous en tant que comédien, déjà pour cette prise de parole, qu'est-ce que vous avez pu observer parmi les élèves? Moi, bien souvent, j'ai fait un peu le parallèle entre l'enseignement de l'anglais et la difficulté que moi j'ai à parler anglais, parce qu'on m'a toujours dit que si je parlais anglais, je parlais pas avec l'accent anglais ou je parlais pas correctement, tout ça. Et donc, du coup, bien souvent, je ne parlais plus. Maintenant, j'ai fait l'école Yasser Arafat et je me suis rendu compte que je pouvais parler l'anglais comme Yasser Arafat et qu'on me comprenait très bien. Mais les élèves sont aussi bloqués aussi des fois comme ça. C'est même les jeunes enfants. Je ne vais pas parler correctement, je ne vais pas dire ce qu'il faut, je ne vais pas dire ce que le maître attend. Et du coup, je ne parle pas. Et je ne sais plus, je pense que c'est Evelyne qui en avait parlé ou dans un des mails. C'est pas parce que j'ai rien à dire, hein, mais peut-être que je vais pas le dire comme il faut, que je vais pas être entendu, que je vais pas satisfaire le maître dans sa demande. Donc du coup, je me tais. Voilà. Et le maître doit logiquement créer la situation qui va permettre à l'élève de parler. Mais quelquefois, peut-être que ces situations, elles sont pas assez claires pour l'élève. Bon, puis il y a une chose dont il ne faut pas faire l'économie, c'est que nos élèves sont pas à égalité au niveau de la boîte à outils sur la parole. Hein. On a des enfants, ils parlent pas beaucoup à l'école parce qu'ils parlent pas beaucoup et parce qu'on leur parle pas beaucoup et que du coup ils ont pas non plus une quantité de mots considérable et qu'exprimer une pensée sans mots c'est quand même pas très simple. Combien je peux avoir côtoyé d'enfants dont la difficulté principale par exemple était qu'ils ne montraient, enfin ils ne nommaient pas un objet, il nommait sa fonction ou il le désignait, mais il savait pas comment il s'appelait. C'est le truc pour voilà. Et donc forcément là,
comme il n'y a pas égalité entre les enfants, il y en a pour lesquels il y a une aisance qui vient tout simplement du fait qu'ils ont les bons outils. Et donc, ouais, il y a évidemment une grosse part de notre travail qui est d'essayer d'équilibrer un petit peu et de remplir la boîte à outils, voilà. Et pour ça, il faut installer aussi des séquences de classe, des moments d'enseignement où les enfants sont susceptibles d'enrichir, soit en parlant, soit en écoutant, soit en échangeant, enfin voilà. Mais il faut absolument remplir la boîte. Ça, c'est nécessaire. Et je pense qu'il y a une chose aussi sur ce point qui déjà ouvre des pistes et des possibilités qui, à mon sens, ne sont pas suffisamment exploitées dans les classes, c'est le travail de groupe. C'est-à-dire que le jour, un des obstacles, à mes yeux, un des obstacles à la prise de parole, c'est cet abominable travail individuel qui est la loi fondamentale de l'école. Travail individuel, en plus, 9 fois sur 10, c'est du travail écrit. Hein. Bon, c'est-à-dire que c'est vraiment un lieu où on ne parle pas, c'est vrai, l'école, fondamentalement. Alors qu'à partir du moment où on fait du travail de groupe, ça me fait toujours penser à ce qu'on disait, aux obstacles auxquels je me heurtais en tant que formateur, notamment vis-à-vis des petits d'école maternelle, où on me disait, mais il faut faire des leçons de langage. Je sais qu'une leçon de langage mêlée en situation d'avoir à parler. On ne fait pas une leçon pour apprendre à parler, c'est pas vrai. Bon, et tu veux qu'ils parlent? Eh ben, tu les mets à 3 sur une même tâche à accomplir et tu vas voir qu'ils vont avoir à parler, qu'ils vont parler automatiquement. À partir du moment où on met les gens en situation d'agir ensemble, d'interagir, automatiquement la prise de parole va se faire. Et comme elle va se faire dans un groupe limité, les timidités et autres obstacles, justement, vont s'évanouir. On est entre nous. Si on parle mal, il n'y a personne qui va le dire, bon, etc., etc. Ça me semble être la première des conditions que les enfants puissent échanger ensemble et qu'on fasse beaucoup plus de travail de réflexion-parole, ce que j'appelle la réflexion-parole, c'est-à-dire mettre les enfants ensemble à réfléchir ensemble sur une situation problème, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse, et quelle que soit la discipline, parce que c'est pas seulement quand on fait du français, entre guillemets, qu'on apprend à parler. Au lieu de laisser les enfants sécher, et je parle en connaissance des causes, car ce fut mon cas en tant qu'élève très souvent, à sécher sur un problème auquel il ne comprend rien et dont il ne voit absolument pas comment on pourrait s'en sortir, et ben si on met des enfants en groupe sur le même problème, à réfléchir, à discuter, à échanger, les propositions rebondissent les unes sur les autres et en plus ça aide celui qui n'avait aucune idée à en trouver. Enfin, c'est parce que, comme disait, ça a été dit joliment et par des tas de gens très bien, l'intérêt des idées, c'est qu'on peut les partager sans rien perdre. Hein. Quand je donne mon argent à quelqu'un, je ne l'ai plus, mais quand je donne mon idée à quelqu'un, je l'ai toujours. Ce qu'on oublie très souvent. Et non seulement je l'ai toujours, mais je l'ai doublement parce qu'elle est enrichie du retour de ceux qui l'ont reçue. Bon. Et donc, vraiment, le travail de groupe, pour moi, est quelque chose de fondamental. Je dis, alors ça fait hurler dans les conférences ou dans les formations, mais ça m'est égal, c'est fait pour ça, qu'il ne devrait jamais y avoir du travail individuel en classe, du travail d'apprentissage individuel. Jamais, 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 car on n'apprend pas tout seul. Ça, c'est bien connu. Tout seul, on n'apprend rien. Le travail de groupe est d'autant plus important quand on donne aux élèves une tâche à réaliser où le groupe est indispensable. Parce que moi, j'ai vu du travail de groupe où, en fin de compte, c'était du travail individuel de 3 élèves et ils n'échangeaient pas. Mais quand on met en place une situation d'apprentissage où on a besoin d'être 3 ou 4 pour la réaliser, là, il y a un échange. Je vais dans le sens de ce que dit Evelyne. Ensuite, juste une petite anecdote pour rebondir sur ce que disait Patrice par rapport au bagage avec lequel arrivent les élèves en classe. Je me rappelle tout à fait au début que je mettais en place
je le faisais après régulièrement, des réunions de fin de semaine où je demandais aux élèves un peu de parler de tout ça. Et un jour, je demande aux élèves, donnez-moi votre avis sur telle chose. Et il y a un élève qui lève le doigt et qui me dit, mais qu'est-ce que c'est un avis? Et je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui lui était complètement étranger et que chez lui, on ne lui demandait jamais l'avis sur quoi que ce soit. Et donc, effectivement, alors il y en avait d'autres qui de suite ont dit, mais voyons, c'est ça, mais ils ne savaient pas ce que c'était qu'un avis. Voilà, partager, donne un peu ton impression sur une chose, c'est quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Alors, on a vu que dans les obstacles, il y a effectivement ceux qui viennent des enfants eux-mêmes, la timidité, la peur aussi, la peur de se tromper, la peur de mal parler, hein, si on manque de vocabulaire. Il y a aussi les obstacles qui viennent de l'école. Donc, Evelyne ne faisait pas justement du travail trop individuel et trop à l'écrit. Patrice, vous vouliez ajouter des choses, je crois. Oui, oui, alors oui, ça me parle vraiment profondément, ça. L'école considère, enfin, l'école. Ça arrive quand même très souvent que l'enfant ne soit pas considéré comme quelqu'un qui puisse avoir quelque chose à dire. Et on a cette tradition très forte du lever son doigt. Hein. C'est pas innocent, cette histoire de je lève mon doigt parce que j'ai quelque chose à dire. Et si on fait ça, on constatera que c'est toujours les mêmes qui lèvent le doigt et toujours les mêmes qui ne le lèvent pas. Et donc, la tendance naturelle de l'instit qui pose une question, c'est parce que on a horreur du vide, hein, voilà, c'est de donner la parole à celui qui lève le doigt, et donc ce sera toujours le même qui parlera. Il faut donc absolument éliminer ce système-là. C'est-à-dire que si je pose une question, en général, j'essaye de ne pas poser une question à ma classe, j'essaye de poser une question à Nolan, voilà. Hein. Et donc, je te pose une question, mon gamin, donc tu vas être gentil, tu vas me répondre, parce qu'on est en train de dialoguer, on se parle. Et donc, non, c'est pas je balance une question, à l'attrape qui veut, toujours le même. Cette année, il s'appelle Ibrahim. Et alors, c'est lui qui parle, hein, si je laisse faire les choses. Et les autres n'auront jamais l'occasion de parler. C'est une tendance naturelle. C'est une tendance naturelle de se dire, il faut une réponse à ma question, parce que autrement je fais quoi, moi, dans le silence de ma classe? Eh ben, je crois que c'est extrêmement important de laisser s'installer du silence aussi. Si l'instit ne se tait jamais, comment voulez-vous que les enfants parlent? Voilà. Oui, je voulais juste ajouter, et puis je vois que Jean a des choses à dire, il faut lui laisser, juste de rappeler ce que disait Freinet. Les questions, c'est les enfants qui doivent les poser. C'est pas l'enseignant. Et il y a beaucoup trop d'enseignants, et on le voit bien à la télé, à travers toutes les allusions à l'école qui sont présentées officiellement. C'est pas faire la classe, c'est pas poser des questions. Apprendre aux élèves à lire, c'est pas poser des questions de compréhension. Il y a une chose qui me met hors de moi, mais alors vraiment hors de moi, c'est les questions de compréhension. Bon, etc., etc. Les questions, elles doivent venir des élèves. Bon, c'est eux, à eux. Et bon, ils sont en classe pour ça. Ils sont en classe pour poser des questions sur tout ce qu'ils savent pas, sur tout ce qu'ils comprennent pas. Et la tâche de l'enseignant, c'est de faire en sorte qu'ils aient des questions à poser. C'est pas pareil. C'est pas la même chose que d'en poser. Je te rends la parole. Oui, tout ce que vous êtes en train de dire, ça me fait penser aussi à une importance dans la classe, c'est comment on dispose les enfants aussi. Parce que bien souvent, voilà, au premier rang, on a les enfants qui sont les plus doués, entre guillemets, puis au fond, ceux qui, voilà, c'est complètement l'inverse qu'il faut faire, c'est les élèves qui ont le plus de besoins, il faut qu'ils soient devant. Et puis l'élève ce dont tu parlais, Patrice, qui lève le doigt et qui répond tout le temps, il y a des enseignants, ils tombent peut-être dans ce travers-là parce que ça nous renvoie qu'on est des bons enseignants aussi. S'il y a des élèves qui répondent, c'est que forcément ce qu'on propose c'est pertinent. Et ceux qui répondent pas, c'est pas grave, c'est parce qu'ils n'ont pas compris. Et quelquefois, moi, en tant que maître formateur, je posais la question aux enseignants, ils me disaient mais ils sont pas motivés les élèves, ça les intéresse pas. Et je leur disais mais est-ce que tu leur proposes là aujourd'hui c'est intéressant ou ça l'est pas? Il faut aussi se poser cette question-là
comment nous, en tant qu'enseignants, on propose des choses aux élèves, comment on s'adresse à eux, comment on les dispose. Enfin, il y a plein de choses qui sont importantes aussi à ce niveau-là, si on veut réunir les conditions favorables de la prise de parole. Pour l'anecdote, dans ma classe, il y a un canapé. Voilà, on a un espace de conversation. Il y a un endroit et quand on a un moment où il est nécessaire qu'on discute, on se déplace et on va vers l'espace de conversation. Et donc moi j'ai un fauteuil, il y a un canapé, bagarre un petit peu pour les 5 places du canapé, et puis après puis c'est un peu chacun son tour, quoi. Il y a des tapis, il y a des coussins, mais il y a un espace de conversation. Et c'est dans cet espace de conversation, par exemple, on se salue le matin. Je fais pas l'appel. Je dis bonjour et ils me disent bonjour. Et c'est comme ça qu'on démarre la journée. J'en profite pour cocher les absents. Mais voilà, c'est tout ça, toute cette nécessité de montrer par tous les signes possibles que on va écouter ce qu'ils vont nous dire et que oui, qu'on est dans une parole égale, que la leur vaut la mienne et que celle de Nolan vaut celle d'Ibrahim, c'est indispensable. Et il faut le montrer, ça. C'est un combat. Quand on reçoit des invités à la maison, on ne fait pas l'appel. On discute avec eux. Hein. C'est la même chose en classe, je crois. Hein. On les reçoit, ils rentrent, on est souvent là avant eux. Ils rentrent, il faut les recevoir et leur dire sois le bienvenu et faire en sorte qu'ils soient bien. Ce que tu fais, c'est vraiment, je pense, important. Absolument. Juste, alors c'est vrai qu'on a largement entamé déjà le troisième point qui était que faire pour aider les élèves, mais là depuis tout à l'heure finalement vous donnez déjà toutes ces pistes pour aider les élèves et les enseignants aussi, justement comment les placer, comment les accueillir, leur donner la parole. Patrice, vous faites en classe aussi une activité qui se rapproche du théâtre d'improvisation. Vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus? C'est tout l'intérêt de travailler dans un collectif de rédaction d'une revue de pédagogie, c'est que du coup, on peut piquer les idées des autres. Je reviens à ce que disait Evelyne tout à l'heure. Oui, il y a une dame qui s'appelle Véronique Boiron et qui a, dans le cadre d'une recherche en maternelle, proposé à des maîtresses de maternelle, pardon Jean, de mettre en place ce qu'elle appelle les scénarios de langue orale. Et donc l'activité, elle est assez simple. C'est, il y a des enfants, il faut qu'on leur donne un petit peu de la matière à dire aussi, parce que voilà. Donc il y a le théâtre, on a un texte à apprendre et on le restitue, il y a la lecture qu'on oralise et sur lequel on essaye de mettre le ton, etc. Sachant que je vais faire bondir Evelyne. Et puis, non, il y a un moment où il faut que la parole soit spontanée, mais voilà, il faut avoir quelque chose à dire. Donc, on propose, par exemple, une activité que je fais une fois par semaine. Tiens, aujourd'hui, il y a un malade qui doit téléphoner au docteur pour prendre rendez-vous. Voilà. Et donc, on se met d'accord sur, on va devoir avoir un allô, vous êtes bien chez le docteur, qu'est-ce qui vous arrive, j'ai mal au ventre, je voudrais un rendez-vous et ce sera d'accord, tel jour, telle heure, et il faut un au revoir. Et on coche. Est-ce qu'au cours de la conversation, tout ça s'est bien passé? Ou alors on a je vais acheter du pain et la baguette coûte 1,10 € et puis voilà. Et donc il faut que toutes les informations qu'on a décidé de faire passer, elles soient passées, mais dans une conversation libre. Voilà. Et du coup, les enfants un petit peu effrayés par la prise de parole, ils peuvent profiter de cet espace-là pour parler parce qu'ils savent, ils ont les béquilles de, voilà, je sais, j'ai le contenu de ce que je vais devoir dire. Et c'est extrêmement riche, extrêmement riche. Et là aussi, on peut constater que mes grandes gueules, ceux qui parlent tout le temps, lorsqu'on leur met un pseudo-téléphone dans les mains et qu'ils doivent dire bonjour, merci, allô, au revoir, on a plus de son, plus d'image. Hein. C'est assez étonnant d'ailleurs. Et il faut passer ce cap de la prise de parole en public à haute voix, intelligible, qu'on puisse entendre. Il y a le masque. Ça bride beaucoup, ça, en ce moment. Hein.
être entendu de ses collègues élèves c'est pas simple, non, c'est pas simple. Mais voilà. Donc cette activité-là, ça fait pas longtemps que je la mène, ça fait 2 ans, et je la lâcherai plus parce que c'est d'une richesse incroyable. Voilà. Oui, alors, faut pas la lâcher. Enfin, c'est sûr, c'est hyper important. Moi, ce que j'ai remarqué aussi avec des jeunes enfants et encore des jeunes et des adultes aussi, c'est quand je présentais l'activité, je n'ai jamais, alors, je parle du théâtre hein, ou des jeux d'improvisation, je n'ai jamais parlé d'activité d'oral. J'ai toujours parlé de jeux ou de théâtre et j'ai remarqué que les enfants se croyant et étant dans une situation de jeu, mais une vraie situation de jeu, hein, parce que les jeux éducatifs, les gosses y connaissent, et ils savent très bien que c'est jamais ludique et qu'on est là pour leur apprendre ou leur balancer quelque chose. Mais si on met des véritables situations de jeu ludiques, et quand j'appelais ça jeu d'expression ou théâtre, mais déjà je voyais certains enfants se libérer. C'est bon, on va s'amuser. Mais oui, on va s'amuser à parler, à échanger, à faire, comme dit Patrice, le patient qui appelle le médecin, la marchande, ou fait, etc., etc. Et ça libère beaucoup parce qu'il n'y a pas le poids de c'est du scolaire, donc je ne vais pas réussir. Je parle surtout des élèves qui ont le plus de difficultés. Et cette peur de ne pas réussir. Et justement, comme on les met en réussite, et un enfant, enfin nous, on est tous pareils, quand on réussit, on est content. Et c'est parce on réussit qu'on continue. Et moi, souvent, je disais, quand j'allais voir des enseignants en tant que maître formateur, je leur disais, mais fais-le réussir au moins une fois. Fais-le réussir et tu vas voir quel goût il va prendre à ça. Et ça, vraiment, le théâtre permet aux enfants de réussir et de se sentir plus à l'aise avec la langue. Ah oui, moi, je trouve très, très, très important ce qui vient d'être dit. Il y a longtemps qu'on s'est aperçu, enfin, moi, je m'en suis aperçu souvent, que le fait d'avoir réussi rend meilleur. C'est-à-dire que tel élève qui est en difficulté et vraiment qu'on n'arrive pas à sortir, euh, par un hasard extraordinaire, on est tombé un jour sur son domaine d'excellence et il a pu briller devant les autres, que ce soit pour sauter, pour attraper le ballon, ou pour parler, ou pour chanter, ou pour parler du groupe de rock qui lui paraît le meilleur, etc. Et ben, dès l'instant qu'il a été un objet d'admiration, fût-ce pendant 3 minutes, il est prêt à avancer. Et qu'on a donc toujours intérêt. Alors, les conséquences sont innombrables de ce que j'en est en train de dire là, mais une en particulier, c'est que le jour où on va se débarrasser de ces foutues notes, que les élèves seront enfin sortis de cette nécessité d'en avoir une bonne et une meilleure que la dernière fois, et surtout pas d'en avoir une moins bonne que la dernière fois. Je pense qu'ils vont commencer à vivre et que l'école que nous connaissons et que personnellement je combats depuis un nombre d'années qui me fait peur, c'est une école qui empêche de vivre. Ça, c'est vraiment une chose que, aussi bien depuis ma petite enfance, où j'ai toujours eu peur à l'école. Fille d'instit, j'aurais pas dû, ben, j'avais toujours peur à l'école. Et, et je trouve que ça, rien que ça, mettre les enfants en état d'angoisse, comme on le fait régulièrement, c'est à coup sûr empêcher la réussite. Et la réussite, ça déclenche en nous, je ne sais pas si c'est biochimique ou quoi que ce soit, mais il y a vraiment une réaction physique de réel plaisir quand on réussit quelque chose, et les élèves sont vraiment dans cette position quand on les met en situation de réussite. Pour revenir sur la note, juste une petite parenthèse, moi j'ai essayé de faire attention, de faire constater aux élèves qu'est-ce que tu ne savais pas hier ou avant-hier et qu'est-ce que tu sais aujourd'hui, qu'est-ce que tu sais faire. Hein, voilà. Et souvent, je leur posais cette question, mais qu'est-ce que tu sais faire que tu ne savais pas faire? Et plus que la note, voilà, ça, je pense que c'est hyper important. On vient à l'école pour ça aussi. Et il y a une chose aussi dont il faut, je crois, qu'on parle, c'est pour dédramatiser ces enfants qui sont un petit peu en situation de trouille. Il faut imaginer quand même un petit bout de chou de 6 ans qui m'arrive au genou, qui me regarde, j'ai une grosse voix, j'ai la barbe, j'ai le machin, tout ça. Je sais que je suis impressionnant. Et donc il faut
impérativement aussi dédramatiser les choses. Et je crois qu'il y a une dimension essentielle, c'est de créer la connivence. Et de créer la connivence, ça passe, je crois, aussi beaucoup par l'humour, par la blague de classe, par exemple. Moi, c'est une chose que je travaille énormément, c'est la blague répétitive que les enfants finissent par faire à ma place, qui est, par exemple, comment tu t'appelles déjà, Nolan? Voilà. Et ça, elle est plus drôle ta blague, qu'ils me disent. Ben oui, mais n'empêche que maintenant elle est là, elle est installée, alors on rit et alors on peut y aller et, et puis c'est pas grave, et puis on n'a pas peur, et puis bah, du coup on se sent un peu mieux, on desserre les fesses et on y va, quoi. Et oui, moi je me dis, je vois bien que j'ai des enfants qui en début d'année sont morts de trouille, quoi. Il faut faire quelque chose, c'est impératif, c'est impératif. Voilà. Il faut casser le mythe aussi du maître et du directeur de l'école. Il faut des t-shirts ridicules. J'y crois beaucoup. Moi, je voulais parler juste d'une situation particulière que j'ai vécue. J'ai travaillé pendant 10 ans à La Réunion, où j'étais dans une situation de diglossie, c'est-à-dire que le créole par rapport au français, a une hiérarchie. Le créole, on ne parle pas à l'école, c'est la langue de la maison, c'est pas une langue vraiment, hein, c'est comme ça que c'est souvent entendu et présenté en général dans le département d'outre-mer. Et je me rappelle d'un inspecteur venant me voir, Monsieur Mayer, vous devez leur apprendre le français, parce que le français, c'est la bonne langue. Alors, je dis, OK, bon, je suis chargé de ça, de leur apprendre le français. Et là encore, le théâtre a vraiment été un régal, parce que dans les situations d'expression théâtrale, moi je m'en foutais qu'ils parlent créole ou tout ça, sauf qu'à un moment donné, moi quand je faisais du théâtre en classe, j'essayais de toujours avoir du public, hein, que ce soit des élèves d'autres classes ou quelquefois des parents d'élèves que je faisais venir ou du personnel, etc. Et il m'est arrivé d'avoir comme spectateur des gens qui n'étaient pas créolophones du tout et qui ne comprenaient pas du tout le créole. Et donc les élèves parlant tout ça, le créole, et là, je pouvais insister avec eux sur l'importance qu'on ait un langage commun parce qu'ils n'étaient pas compris, ils n'étaient pas entendus par les spectateurs. Ça, c'est important aussi. Et au fur et à mesure, les enfants, aussi en situation théâtrale, avaient moins peur de parler français. Parce que cette peur, dans cette situation précise de diglossie, de parler la langue qui est la langue officielle, alors que ce n'est pas celle que je parle à la maison, ça freinait encore plus les élèves. Hein, donc, voilà. Oui, chez moi, ça s'appelle le patois, mais c'est à peu près le même problème, hein. Les tisotes, ils ont camuché ma carnasse. La première fois qu'un élève m'a dit ça, j'étais en plein voyage, quoi. Et oui, c'est certain, par exemple, que euh, un exemple complètement idiot qui a pas vraiment à voir avec la prise de parole, mais qui est quand même très profond. Euh, on fait un référentiel de lecture sur le son che, on met une chèvre et tous les gamins disent ah c'est une maguette et voilà et donc ça marche pas. On n'est pas sur les mêmes mots, on n'est pas sur voilà. Mais on ne va pas non plus rejeter le mot maguette en disant c'est pas celui que tu dois dire, c'est pas celui que tu dois mémoriser, c'est pas celui que tu dois utiliser, c'est celui qu'ils utilisent. Ça s'appelle une maguette chez nous, voilà, pas une chèvre. Bon, il faut connaître les deux, voilà. Oui, absolument. Et c'est ça sur lequel je voulais intervenir et dont il faudrait qu'on parle. Ça fait partie du débat. C'est le problème de la variation langagière et tout ce qui est autour, c'est-à-dire le problème des accents, le problème des vocabulaires différents, le problème des prétendues fautes. D'abord, j'ai horreur qu'on parle de fautes. Il n'y a jamais de faute, ni en français, ni en orthographe, ni en rien. Il y a des erreurs. Et je n'aime pas qu'on confonde les deux mots. Hein. À l'école, il n'y a pas de faute. Sauf si j'ai volé les affaires de mon voisin, ça c'est une faute. Mais sinon, si j'ai mis 2 T là où il en fallait qu'un, c'est pas une faute, c'est une erreur. Bon, c'est une chose importante là, effectivement. Mais parler précisément de ce problème des variations langagières et des normes. Bon, c'est vrai que dans toutes les sociétés, quelles qu'elles soient, il y a une norme officielle. Ce qu'il faut savoir et qu'il faut rappeler aux gens, c'est qu'en matière de langage, que les normes du langage ne sont pas justifiées linguistiquement. Il n'y a absolument aucune règle du français. Alors quand je dis ça, les gens hurlent. Non, il y a des règles de fonctionnement. D'accord, ça marche comme ceci ou ça marche comme ça.
Mais des règles prescriptives, il faut dire ci ou il faut dire ça, ça n'existe pas dans la langue. Il n'y a eu aucun dieu qui a dicté sur un Sinaï quelconque les règles du langage, que ce soit celles de l'orthographe ou d'autres choses, ça n'a jamais. Donc ça n'existe pas, les règles auxquelles il faudrait obéir. En revanche, il y a des choses qui fonctionnent dans la société ou qui ne fonctionnent pas. Et quand elles fonctionnent, c'est pour des raisons de normes sociales, c'est-à-dire qui viennent des dominants, de ceux qui ont la parole dans la société et qui ont décrété, mais de façon totalement arbitraire, que ceci est valable et ceci ne l'est pas. Et s'il y a un domaine où on se trompe sur ce point, c'est bien celui de l'école. Je ne connais personne qui soit aussi surnormé que les enseignants, qui exigent des tas de choses qui n'existent absolument pas. Par exemple, qui reprennent un enfant qui dit « moi, je sais pas ». Alors évidemment, j'aime bien citer la réponse du Lillois ou du gars de Schnorr, qui ne dit pas « je ne sais pas », mais qui dit « je sais pas »,« je sais pas ». Là, c'est même plutôt « je sais pas ». Bon. Oui. Charbonnable. Bon. Donc, il y a qui reprennent un enfant qui ne met pas ne, par exemple, à l'oral. Or, je suis désolée, le ne n'est absolument pas nécessaire à l'oral. Pour une raison bien simple, c'est que à l'époque où il n'y avait que ne pour la négation, on s'est vite aperçu qu'à l'oral, le ne, qui n'est pas accentué, n'était pas entendu. Et donc, très vite, ça s'est installé de soi-même. Ils ont rajouté un petit mot qui veut dire qui soit négatif, comme pas, comme point, comme mi, comme goutte, qui permettait de préciser la négation. Et à l'oral, ces petits mots ont remplacé le ne. C'est-à-dire qu'à l'origine, à l'oral, on disait j'y vois goutte, je sais mot, je sais point, on ne mettait pas le ne. Le ne n'existait qu'à l'écrit. Et donc, quand on écoute les gens parler, ben, on voit bien qu'à l'oral, les gens n'utilisent pas ne, je suis désolée. Sauf si on fait une conférence devant, sauf si sauf si on dit du Racine, bon là, on va mettre les ne que Racine a prévu. Mais quand on parle normalement, si j'ose dire, le ne vient ou ne vient pas. C'est-à-dire que le ne à l'oral est devenu tout à fait aléatoire et dépend de facteurs psychologiques ou sociaux très difficiles à cerner. Donc, on ne va pas reprendre un enfant. Et une dernière chose que je veux dire sur ce point qui est importante, c'est que quand un enfant dit une sottise linguistique, par exemple, les tout petits qui disent, j'en connais, qui me disaient, oh là là, ceux-là, ils sentaient pas sages. Bon, ils sentaient pas sages au lieu de ils étaient pas sages. Bon, quand j'entends ça, ils sentaient pas sages, la première chose que je me dis, c'est que c'est rudement intelligent. Parce que ça veut dire qu'en écrivant son ou en disant sontait, il applique une règle de grammaire qui s'est fabriquée. Il est, il était, ils sont, il chante, il chantait, ou c'est ça, il chante, il chantait, ça devient ils sont, ils sentaient. C'est d'une logique imparable. Donc, je n'ai surtout pas à dire au petit bonhomme qui dit ils sentaient pas sages, voyons, on ne dit pas ils sentaient, on doit dire ils étaient. On n'a pas le droit d'abord parce que quand on reprend un enfant, j'ai eu sur ce sujet des débats infinis parce que les gens, ça les fait hurler en général quand je dis ça. Il faut le reprendre quand même. Mais non, il ne faut pas le reprendre. Parce que si on le reprend, on commet 3 erreurs. La première, en le reprenant, c'est qu'on lui montre qu'on n'écoute pas ce qu'il dit, mais qu'on écoute comment il le dit. Et il n'y a rien de plus désagréable. Quand vous êtes dans un pays étranger et que vous commettez une erreur et que quelqu'un vous reprend, ça vous énerve. Si vous le dites, si ce que vous êtes en train de dire vous semble important. Bon. Donc, on n'écoute pas, on écoute ce qu'il dit. Deuxième erreur, je ne sais plus, il y en a une, mais il y en a surtout une autre qui est que du coup, je ne te fais pas confiance dans ce que tu dis. Il y en a une troisième qui m'échappe.
Donc, il ne faut absolument pas reprendre un enfant. Comment on va faire alors? Parce que bien sûr, on ne va pas les laisser dire, ils sont tes passages chaque fois qu'ils auront. Donc, je vais reprendre dans la conversation ce que dit le petit bonhomme en disant ah bon, franchement, ils étaient pas sages. Ah bah dis donc, alors ça c'est quand même curieux. Comme si je n'avais pas entendu son thé. Et à force de m'entendre dire était dans des phrases de communication normale, eh bien il va rectifier sa règle. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'un enfant développe son langage, c'est en rectifiant des règles. Il y a des trucs. Et l'enfant se fabrique une grammaire pour parler. À partir de ce qu'il entend, il en conclut un certain nombre de choses. Et ça, c'est la preuve qu'il est intelligent. Et entre parenthèses, que la grammaire, il aime ça. Faut pas, si il l'aime pas, c'est parce qu'il faut dire qu'on lui enseigne sous le nom de grammaire un ensemble d'idioties totales. Bon, mais quand on fait vraiment de la grammaire, c'est-à-dire comment ça marche la langue, on s'aperçoit que les enfants aiment beaucoup ça. Et puis de toute façon, ils en font. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas le reprendre. Mais d'un autre côté, on ne va pas le laisser. Là, un petit sujet de débat que j'ai eu avec Patrice. Faut pas on était bien tombés d'accord. Il ne faut pas le laisser dans ses erreurs. Qu'elle soit orale ou écrite, moi, quand il y a quelque chose, quand il écrit quelque chose au tableau et qu'il y a une erreur d'orthographe, je ne la laisse jamais. Je l'efface, mais je ne commande pas. Du tout. Je dis, bah, tu vois, bah, c'est comme ça que ça s'écrit. Il vaut mieux l'écrire comme ça, sinon on se trompe. Et tu verras, tu n'auras qu'à chercher dans le dictionnaire, tu verras que c'est bien comme ça que ça s'écrit. Mais ce n'est pas grave du tout de se tromper. Le problème, c'est de ne pas continuer, de ne pas rester dedans. Parce qu'on est là pour apprendre. Voilà. Je crois qu'Evelyne nous a dit plein de choses et Patrice voulait intervenir et Jean aussi. Patrice, peut-être une première réaction? Je crois que le troisième problème, c'est que si on pointe comme ça systématiquement toutes les erreurs, on est en fait en train de dire tais-toi. Voilà, tu parles mal, je t'écoute plus. Et c'est évident, ça, c'est évident. Donc effectivement, il faut nous adultes essayer de reformuler, de redire et de donner la norme, bien sûr, hein, mais il faut accepter la parole telle qu'elle arrive, comprendre qu'elle est porteuse de sens, qu'il y a un discours, voilà, et que le véhicule, le porteur de ce discours, il est parfois incorrect, mais il faut bien montrer à l'enfant que ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il est en train de nous dire, et que c'est bien plus important que la façon dont il nous le dit, et qu'après, on discutera de comment arrondir un peu le galet, le rendre un peu plus poli, voilà. Je crois que on est en plein dedans. Il va falloir polir les choses, mais ça n'empêche que le caillou, le contenu, le lourd, il est là, et que c'est ça qui nous intéresse. Voilà. C'est une erreur, comme vous dites, d'adulte, parce que c'est vrai que c'est une erreur aussi que les parents font, hein, je m'implique, de mauvais réflexes, de reprendre un mot, de reprendre. Et je revois tout à fait ma fille qui me regarde fâchée parce que je ne l'ai pas écoutée et que je la reprends sur un mot, était toujours à me reprendre. Et effectivement, c'est vraiment c'est tous les adultes, c'est pas les enseignants, c'est tous les adultes qui doivent se reprendre. Jean? Alors, juste une anecdote par rapport à ça. Je me rappelle il y a quelques années, dans un moment de théâtre, alors, en début d'année, le petit Gilbert, qui était un enfant très introverti, qui n'avait jamais voulu venir sur scène ou parler ou quoi que ce soit, d'un seul coup, je le vois arriver très énervé. Il dit, Jean, il m'a prendu mon nez de clown. Il m'a prendu mon nez de clown. Mais j'étais tellement content qu'il parle. Je l'ai regardé, je crois, comme, enfin, c'est valable dans tout ce qu'on met. Regardez l'enfant comme étant capable de. Hein, si on les regarde comme déjà tu sais pas faire, il va pas y arriver. Si on le regarde comme étant capable de réussir, il va réussir. Et ce jour-là, je pense que le regard que j'ai pu porter sur lui et qu'il était tellement content d'avoir parlé. Alors effectivement, après, je sais plus, me rappelle plus comment j'ai fait, comme si j'ai reformulé, je pense pas, mais en tout cas, à partir de ce jour-là, ben, la parole de Gilbert, elle s'est un petit peu améliorée, puis il a accepté d'intervenir. Mais je pense que si je lui avais dit, mais attends Gilbert, tu dis des bêtises, on ne dit pas comme ça. Je pense que là, c'était déjà qu'il parlait pas beaucoup, il aurait fini de parler, quoi, je pense. D'autant plus que Prendu est loin d'être idiot. Rendre, rendu, prendre, prendu. C'est tout à fait logique. C'est encore une grammaire construite
par l'enfant. Et quand on construit quelque chose, bah, quelquefois on se trompe, mais ça, c'est pas. Ce qui est important, c'est d'avoir construit, c'est d'avoir été intelligent. Ça veut dire que les enfants sont intelligents face à leur langage, hein, mais y compris quand ils n'ont pas de vocabulaire ou quand ils savent pas grand-chose. Et puis, ça veut dire aussi, j'en profite pour le dire parce que ça traîne tellement, que c'est pas le manque de vocabulaire qui empêche les enfants de parler ou de lire. Hein, n'en déplaise à M. Bentolila, ce n'est absolument pas, le vocabulaire est beaucoup moins important qu'on ne le dit. C'est la syntaxe qui est difficile en général, c'est pas le vocabulaire. Et les enfants ont souvent du mal à faire des phrases, ils les font à leur manière. Et là, on a un travail intelligent à faire et qui n'est pas toujours. Alors, on ne peut plus, au-delà de d'accord avec ce que vient de dire Evelyne, c'est peu de dire que j'adhère. Les enfants sont tout à fait capables de se faire comprendre avec peu de mots. Par contre, oui, ce qui entrave, c'est parfois la difficulté à dire, oui, voilà. Il sait pas comment s'appelle le machin, il dit le machin et on va comprendre. Nous, on comprend, voilà. Hein. Il dit le truc, il dit le machin, il passe son temps à dire ça, l'enfant, et on comprend parfaitement ce qu'il veut dire et on l'accepte. Et après, on lui dit comment ça s'appelle et après, on répond, on dit dans la réponse quel est le nom, être à la place du substitut machin. Mais voilà. Ils se font très très bien comprendre avec peu de mots. Mais par contre, quand ils n'arrivent pas à mettre les peu de mots qu'ils ont dans une espèce d'ordre qui les rend compréhensibles, alors là, oui, là, on est dans une situation de désarroi et on voit bien le gamin qui est en panique parce qu'il va pas réussir à nous sortir son histoire. Voilà. Il faut expliquer quelque chose et ça se bouscule un peu au portillon. Là, oui, là, il y a un vrai problème. C'est pas un manque de mots, le problème. Le problème, c'est plus l'organisation des choses, de ce que j'ai. Voilà. Alors, oui, pardon, Jean, encore un mot Oui, peut-être. il me revient tout à l'heure quelque chose que j'ai entendu, je sais plus où on disait parler avec le ton. Alors ça, c'est bien quelque chose qui m'agace. Moi, je crois que ce qui est important, c'est de faire comprendre aux élèves aussi, qu'ils soient petits ou grands, c'est quand on parle, on a une intention. Et que, alors moi, je faisais des exercices de théâtre, alors c'était avec des plus grands, hein, j'intervenais avec des CM2, où je leur faisais lire un mode d'emploi de cafetière, et il fallait lire le mode d'emploi d'une cafetière comme si on déclarait sa flamme à quelqu'un. Et on travaillait sur l'intention, et que le mot, alors moi après, avec des adultes, avec des adultes, je prenais l'exemple de notre vie de tous les jours, c'est pas parce qu'on te dit je t'aime que c'est vrai. On peut te dire je t'aime et vouloir dire le contraire. Ce qui est important, c'est l'intention que tu mets. Tu peux dire je t'aime à quelqu'un en employant le mot table. Voilà. Ce qui est important, c'est l'intention que l'on met derrière le mot. Que le mot, lui, tout seul, ben, il n'a pas trop d'importance. C'est l'intention qu'on met derrière. Et souvent, les élèves, eh bien, quand on les fait jouer comme ça avec les mots et tout ça, ben, c'est pareil. Enfin, ils parlent plus spontanément parce que ça devient un jeu. Voilà. Oui, ton je t'aime me fait penser au célébrissime Va, je ne te hais point, qui est bien, qui est essentiel et qui montre bien que le ton est le plus important. Alors, l'histoire du ton, c'est pareil, moi, ça me révulse toujours plus ou moins, parce que ça me renvoie à cette autre chose qui m'agace, dont il faut quand même dire deux mots, à la confusion entre oraliser et lire à haute voix. Bon. C'est-à-dire que lorsque on demande aujourd'hui aux collègues du CP et autres de faire dire à haute voix les textes, les mots idiots qui sont dans la méthode et les phrases niaises qui l'encombrent, on ose dire, le ministre lui-même ose dire que c'est un apprentissage de la lecture à haute voix. Pas du tout, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que lire à haute voix, ça n'a jamais été oraliser un texte, c'est communiquer oralement une lecture préalable. Je ne peux pas lire à haute voix si je n'ai pas lu avant ce qui la lecture à vue
est une des choses les plus difficiles du monde, que seuls des grands comédiens savent faire. Mais normalement, quand je dois lire à haute voix, si je veux, il faut effectivement que je connaisse bien le texte pour pouvoir le lire à haute voix. Première chose. Deuxième chose, eh bien, il faut que j'ai un projet. Comme tu dis, et c'est ça qui est très important, ce que tu dis, Jean, si mon projet, lorsque je communique oralement un texte, c'est de partager ma lecture, c'est-à-dire le sentiment que j'ai en lisant ce texte, et qui n'est pas forcément ce que partage tout le monde. C'est pour ça que le ton, ça n'a aucun sens. Je donne toujours comme exemple, hein, vous voyez, ils sont très orientés, mes exemples. Il y a une grève importante dans une entreprise, très importante, les syndicats sont convoqués, un des deux, il y a deux syndicats, il y en a un qui est d'accord pour arrêter la grève, l'autre qui veut qu'on continue, et il y a un débat, et puis on tombe sur un certain accord. Les uns sont ravis de cet accord, l'autre syndicat est furieux de cet accord. Eh bien, si le texte de l'accord obtenu est lu aux ouvriers qui attendent, eh bien, celui qui est d'accord avec le texte, ça va se voir de partout qu'il est d'accord, et celui qui n'est pas d'accord, dans sa manière de le lire, ça va se voir de partout. C'est-à-dire que la manière de lire correspond à ce que l'on veut faire passer. Si je suis indigné par cet accord, ça va se sentir dans ma lecture, je n'ai même pas besoin de le dire. Bon. Et donc, il n'y a pas un ton pour dire quelque chose, c'est pas vrai. Tout dépend du projet que j'ai de le lire à haute voix. Et alors, j'en profite aussi pour rappeler, parce que ça, les spécialistes, le spécialiste Jean va me dire si j'ai raison, je pense que la principale différence entre la lecture à haute voix et l'oralisation, c'est l'accord ou le non entre la bouche et les yeux. Quand un enfant oralise, il dit au fur et à mesure ce qu'il voit. Entre parenthèses, ça l'empêche de comprendre. C'est évident. Hein? Tandis que quand on lit à haute voix, on dit ce qu'on a lu, c'est-à-dire que les yeux passent avant la bouche. Le mouvement des yeux, un bon lecteur à haute voix, c'est quelqu'un qui baisse les yeux sur son texte, qui mémorise en une fraction de seconde une phrase ou deux, et qui est capable de la dire comme s'il parlait en regardant ses auditeurs. Ce qui veut dire que comment dirais-je, lire à haute voix, c'est de l'oral, donc on regarde les gens à qui on s'adresse. On n'a pas parlé de ça, mais ça me semble extrêmement important. L'oral, c'est le regard aussi. On n'a pas trop parlé justement de tous les obstacles corporels, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, il y a des élèves surtout, qui lorsqu'ils parlent, regardent ailleurs, enfin, ou baissent les yeux, ou ne vous regardent pas. Bon, il y a tout un apprentissage du regard, et quand on parle en public, on sait bien c'est pour ça qu'il faut être debout en général. Toujours stupéfaite de voir qu'il y a des conférenciers qui font leurs conférences assis. Bon, quand on est assis, on ne se fait pas entendre, c'est évident. Il n'y a rien qui permette de se faire entendre. Il faut, et notamment le regard, puisqu'on sait bien que pour se faire entendre d'un public pluriel, il faut que celui qui parle croise le regard de chacun de ceux qui écoutent. Si à un moment ou à un autre, chacun de ceux qui écoutent ne croise pas le regard de celui qui parle, ceux qui écoutent vont s'endormir et vont penser à leurs impôts ou à toute autre chose au lieu d'écouter. Ça, c'est très important. Oui. Il y a plein de choses à dire. Enfin, je crois que c'est interminable. On rebondit. On a commencé d'ailleurs, Jean avait commencé à parler sur l'oral et le corps qui s'exprimait aussi. Là, on parle du regard, de la posture aussi qui accompagne. Prendre la parole, ça s'apprend, effectivement. Ce que je retiens aussi, c'est qu'il y a besoin d'un espace de liberté de parole pour que l'élève, parce que quand on regarde les obstacles, etc., qu'il n'ait pas de jugement et puisse s'exprimer. Et c'est une façon aussi d'apprendre, apprendre la parole. Ce que je retiens aussi, c'est l'importance de cet apprentissage, puisqu'il donne accès à un pouvoir aussi. J'ai retenu aussi ce mot-là qui a été abordé en début
de ce thème-là. Et puis aussi, j'ai bien aimé, pour conclure, la fable de La Fontaine avec une nouvelle morale qui nous arrive et qui paraît tellement évidente pourtant quand on connaît cette fable. J'espère que je l'ai bien noté. Celui qui a le langage a le fromage. Mais effectivement, on en revient au pouvoir. Et je trouve que celle-là, il faudrait en fait rééditer les fables avec une deuxième morale sous-titrée charmeux. Parce que je trouve qu'elles ont tout le sens, effectivement. Pas seule à le dire, hein, pas la non, mais c'est pas celle qu'on apprend à l'école, en tout cas. Pas quand on est petit. Pour trouver autre chose, hein, ça c'est sûr. Voilà. Il y a tellement de choses. C'est vrai que on a l'impression que c'est un thème d'actualité, l'oral, voilà, la prise de parole, etc. Et en même temps, on a commencé cette réunion avec un extrait d'un article qui disait, qui racontait ce qu'était un bon élève finalement. Et c'est presque effrayant de voir combien c'était actuel, de voir ça. Et donc, d'un côté, on dit, ben voilà, c'est important cette prise de parole. C'est aussi faire des enfants d'aujourd'hui les adultes de demain, ceux qui vont justement gérer notre monde. Hein. Donc, ce pouvoir-là, il faut qu'ils le prennent. Il faut leur apprendre à le gérer et à l'exprimer. Voilà, je sais que vous avez plein d'autres choses à dire. Je pense qu'il va falloir refaire le même thème à nouveau et je crois qu'il y aura plein de choses à dire. Peut-être un dernier mot chacun. Petit mot peut-être, Jean? Pour reprendre ce que tu viens de dire, je pense que si on veut que les élèves qui passent dans nos classes deviennent après des adultes libres et responsables, il faut leur donner cet outil qui est la parole. Et c'est pour ça que dans les régimes totalitaires, je pense qu'on essaye le plus souvent de priver les gens et de parole et de lecture et de tout ce qui peut leur permettre de devenir libres. Et voilà, ça sera ma conclusion. Oui. Merci Jean. Patrice, et puis je laisserai le mot de la fin à Evelyne qui va essayer de faire court. C'est impossible ça. Peut-être juste dire en manière de conclusion que ce que je trouve formidable dans ce qui m'a été proposé aujourd'hui, c'est de pouvoir dire des choses. Je n'ai aucune autorité pour parler de l'oral. Je suis pas un chercheur, je suis juste un praticien quotidien de la classe. Voilà, je suis un site. Et de m'avoir donné la parole aujourd'hui, ben, c'est un peu ce qui est le fond de mon discours, c'est on considère que ma parole, elle est intéressante et valable. Et au fond, voilà, je suis dans la situation que j'essaye de proposer à mes élèves. Vas-y, parle. Ce que tu as à dire est peut-être intéressant. Voilà. Donc, merci beaucoup pour ça, déjà. Merci, Patrice. Evelyne, pour conclure. Pour conclure et faire court, ben, je dirais que je suis absolument ravie d'avoir vécu cette émission, que je suis ravie d'avoir entendu Jean et Patrice, et que je pense que j'ai peut-être apporté quelques petites miettes intéressantes, mais que ce qu'ils ont dit est vraiment capital, et je les en remercie. Merci à vous en tout cas d'avoir accepté d'être là. Et puis, je suis d'accord, c'est vrai qu'on a appris plein de choses et on voit combien cette prise de parole est essentielle, en tout cas aujourd'hui, comme elle était hier, de toute façon, hein, ça c'est sûr, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'elle a un écho particulier. Donc, merci pour avoir partagé ce moment avec nous et avec les enseignants qui verront cette vidéo. Elle sera sur notre chaîne YouTube, bien sûr, sur notre site internet. Donc, à voir, à revoir, à partager aussi beaucoup. Et puis, même si c'est après, n'hésitez pas à réagir. Je suis sûre que Patrice, Evelyne ou Jean, si on envoie vos réactions, feront une réponse. Il n'y a pas de souci. Merci à vous et puis à très bientôt. Merci. Merci. Au revoir.